RMC. L'invité ce matin, c'est Bernard Cazeneuve. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur notamment. On va d'abord parler de cette rencontre dans une heure à l'Élysée. On l'a appris ce matin, le chef de l'État va recevoir les représentants des cultes. Hier, il avait fait le choix de ne pas se rendre à la marche contre l'antisémitisme. Ça a été très commenté, notamment par certains représentants de la communauté juive. Élie Korchial, président du Consistoire central israélite de France, qui disait hier « Le président a manqué une occasion ». Est-ce que c'est aussi votre avis ? Je pense que le président avait sa place dans ce cortège. Il a estimé qu'il n'avait pas à se rendre à cette manifestation. Il a sans doute ses raisons. Ceux qui étaient à cette manifestation savaient pourquoi ils y étaient. La lutte contre l'antisémitisme, la volonté de créer les conditions d'une concorde autour des valeurs de la République dans un contexte où l'antisémitisme est une blessure portée aux principes républicains. Le président de la République avait sans doute ses raisons de ne pas s'y rendre, comme nous avions, nous, nos raisons d'y être. Une question en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, pour le coup, vous avez vous-même eu la tutelle sur les cultes. Ce type de réunion, quand on a face à face les différentes religions qui sont représentées, sur quoi ça peut déboucher ? À quoi ça peut servir ? Je pense qu'il est important lorsqu'il y a des risques de fracturation de la société, qu'il y a des manifestations de haine à l'encontre de certains de nos compatriotes en raison de leur appartenance religieuse, que tous les représentants des cultes puissent dire « nous n'acceptons pas cela ». Et la laïcité, c'est la possibilité de croire ou de ne pas croire. Et si l'État ne reconnaît aucun culte en particulier, c'est pour permettre à chacun de faire le choix de sa religion. Et que les représentants des cultes contribuent à rendre lisible, intelligible ce qu'est la laïcité, et puissent ensemble dire à quel point elle est un principe de concorde qui doit exclure au cœur de la République toute manifestation de haine à l'encontre de son prochain au motif de son appartenance religieuse, a, je crois, dans le contexte, beaucoup de sens. Et si la rencontre entre les représentants des cultes et le président de la République permet d'affirmer cette parole, ça aura, dans le contexte particulier dans lequel nous nous trouvons, beaucoup de signification. On a entendu certains participants hier, notamment de confession juive, mais pas que, déplorer l'absence plus massive de représentants du culte musulman. Est-ce que vous comprenez ces regrets de certains ? Mais je les comprends, et pour tout vous dire, je les partage. Car lorsque l'antisémitisme monte dans notre pays, lorsque l'islamisme se trouve à l'origine de la haine des juifs et la diffuse, et lorsque l'on est conscient, ce qui est mon cas, que l'immense majorité de nos compatriotes, pour ne pas dire la quasi-totalité de nos compatriotes de confession musulmane, sont dans le vivre ensemble, dans le respect de ceux qui n'ont pas en partage leur propre religion et sont attachés au principe de concorde et de fraternité, ça aurait eu beaucoup de sens que la présence des représentants du culte musulman plus massive témoigne de cet attachement de la communauté musulmane de France aux principes et aux valeurs de la République. Il y a quelques jours, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, interrogé sur les sources de l'antisémitisme, pointait, je vais le citer, l'hydre islamiste, la politique migratoire, la complaisance avec le communautarisme. Est-ce qu'il a totalement tort ? Il a surtout un petit problème d'amnésie, parce que dans l'origine de l'antisémitisme en France, il y a aussi tout ce que l'extrême droite a porté d'hostilité, de haine des Juifs. Est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine manière l'antisémitisme d'hier et l'antisémitisme d'aujourd'hui ? Le parti auquel il appartient a largement porté dans le long de l'histoire de notre pays cette haine des Juifs. Donc si certains peuvent faire l'exégèse de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui, il n'est pas le mieux placé pour le faire. Hier, la présidente du Rassemblement national dans la marche, puisqu'elle était l'ancienne présidente du Rassemblement national, présidente du groupe à l'Assemblée aujourd'hui, Marine Le Pen, disait « Nous sommes à notre place, nous sommes là où nous devons être ». Il y a eu quelques cris, quelques huées au tout début, mais la présence du Rassemblement national n'a pas donné lieu à d'énormes débordements hier. Est-ce que ce n'est pas finalement le signe qu'ils étaient effectivement à leur place ? Je pense que compte tenu de ce qu'est l'histoire de cette organisation, compte tenu des propos qui ont été tenus par son fondateur, Jean-Marie Le Pen, je ne les rappellerai pas, tout le monde les a à l'esprit. Les condamnations pour antisémitisme notamment. Exactement. Je pense que ce parti n'est pas le plus légitime à venir sur ce sujet manifester son attachement à la fraternité républicaine, puisque tout ce qu'il a fait depuis des décennies, tout ce qu'il continue à dire lorsqu'il s'agit de procéder par exemple à des amalgames entre la question migratoire et la question terroriste, témoigne du fait que ce parti, si il s'est donné une respectabilité, n'a pas fondamentalement changé de nature. Mais pour moi, le rassemblement d'hier
était un rassemblement qui avait une force incroyable. J'y ai participé, il y avait énormément de participants, beaucoup de monde. Il y avait une très grande dignité dans ce rassemblement, une volonté de ceux qui étaient par-delà leurs appartenances politiques, philosophiques, religieuses, de dire leur attachement à la République. Et tous ceux qui ne sont pas venus manifester au motif que le Rassemblement national participait à cette manifestation en procédant à une manipulation que je viens moi-même de dénoncer, auraient été bien inspirés d'y venir massivement pour faire oublier la présence de ceux dont ils redoutaient qu'on les voit trop. La meilleure manière, lorsqu'il y a un rassemblement de cette force et autour de thèmes aussi fondamentaux, qui est organisé par les deux le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce n'est pas d'engendrer des polémiques dérisoires et minables, c'est de faire en sorte que par la force du rassemblement, la présence qu'on voudrait faire oublier apparaisse comme dérisoire. Vous ne citez pas son nom, mais on comprend bien que vous parlez de Jean-Luc Mélenchon qui hier disait « À part le blanchiment des extrêmes droites, qu'ont-ils réussi aujourd'hui ? Qu'avez-vous réussi hier ?» C'était la question qu'il vous posait. La marche et la présence du RN ne participent pas à sa banalisation, à sa dédiabolisation. Mais ce qui participe surtout à la banalisation du Front National et ce qui le met en situation de respectabilité, d'une respectabilité qu'il ne mérite pas, ce sont les outrances et l'incapacité de tous ceux qui ont une expression publique de ne pas abaisser la politique, de ne pas l'abîmer par des propos outranciers, par des propos qui peuvent être ambigus et qui peuvent blesser notamment nos compatriotes de confession juive. Les propos qui ont été tenus samedi par un parlementaire de LFI sont de ce point de vue-là très emblématiques de ce que l'outrance peut occasionner de blessures à la République et à tous ceux qui dans la République ont le sentiment d'être exclus. Et de ce point de vue-là, ce sont ces propos qui donnent au Rassemblement national sa respectabilité. Et si j'ai été personnellement toujours très hostile à cette alliance avec la France insoumise, c'est pas parce que j'étais défavorable à l'union de la gauche, c'est parce que la France insoumise n'est pas la gauche. C'est un extrémisme et qui se fonde par ailleurs sur un mépris incommensurable des Français. On ne peut pas être à la gauche de la gauche. On ne peut pas être dans l'extrémisme quand on est républicain. Et ce que la France insoumise a fait hier témoigne d'un considérable mépris. Mépris à l'égard des juifs qui ont peur, mépris à l'égard des musulmans, que LFI considère comme clientèle à conquérir, et qu'elle veut emporter dans ses outrances dans l'idéologie de l'affrontement de tous contre tous, alors que nos compatriotes de confession musulmane, je le redis, sont attachés à l'unité et l'indivisibilité de la République, mépris à l'égard de l'histoire, que pourtant Jean-Luc Mélenchon connaît bien, et mépris également à l'égard de la gauche, parce que finalement, toute l'histoire de la gauche est liée au combat contre l'antisémitisme, est liée à un certain esprit de responsabilité, à l'attachement aux valeurs républicaines, et on ne peut pas être de gauche si l'on n'est pas ardemment attaché à ses principes et à ses valeurs, et lorsque l'on s'en éloigne dans l'extrémisme, c'est la gauche aussi qu'on abîme. On ne peut pas être de gauche, on ne peut pas être un homme politique et vouloir parler aux musulmans de France. La gauche, par exemple, par le passé, a voulu parler aux classes populaires. Certains veulent parler aux classes moyennes. Adrien, lorsqu'il y a eu les attentats et que nous avons décidé de protéger tous les lieux de culte, quels qu'ils fussent, et que des islamistes avaient cherché à mettre la République à genoux par la violence extrême du terrorisme, l'une des initiatives que j'ai prises, c'était de me rendre autant que faire se pouvait dans les mosquées de France pour parler à nos compatriotes de confession musulmane. Pour leur dire quoi ? Pour leur dire que les principes que nous avons en partage et que les islamistes, dont ils sont les premières victimes puisqu'ils exercent sur eux une pression quotidienne dans les mosquées, sur les réseaux sociaux, que ces islamistes avaient voulu mettre à mal, et bien que ces principes étaient des principes que nous avions en partage précisément parce qu'ils étaient destinés à permettre à la République de prendre tous ces enfants dans ses bras, et notamment nos compatriotes de confession musulmane. Et les musulmans que je suis allé visiter alors que j'étais ministre de l'Intérieur, dans un contexte particulièrement difficile et tendu, comprenaient parfaitement de quoi il s'agissait. Et moi, je ne souhaite pas que l'on rentre dans des logiques politiques où l'on considère nos compatriotes de confession musulmane, encore une fois, comme une clientèle à conquérir, en essayant d'instiller au cœur de cette communauté toute
les ferments de l'affrontement, alors même que si l'on est républicain, le premier message que l'on a à faire passer, c'est la promesse républicaine vous protège. Elle vous protège des discriminations, elle vous protège du racisme, elle vous protège de toute forme de violence qui pourrait s'exercer à votre encontre, précisément parce que la République, c'est cette protection qu'on vous doit. Mais alors, que peut faire justement la République, Bernard Cazeneuve? Le chef de l'État s'est exprimé ce week-end dans une tribune, enfin un écrit aux Parisiens. Il dénonce un antisémitisme débridé en France. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Il y a quelques jours, il disait « Nous serons impitoyables face aux porteurs de haine ». Concrètement, quelle marge de manœuvre l'État a? La réponse judiciaire, elle existe. La réponse policière, elle existe. Les interpellations, elles existent parfois quand les auteurs sont identifiés. Mais la marge de manœuvre est considérable précisément parce que tout cela existe. Et c'est la raison pour laquelle il faut expliquer en permanence que la République ne renoncera à aucune de ses prérogatives pour combattre toutes les formes de haine, pour combattre le terrorisme, pour combattre l'extrémisme. Lorsque nous avons décidé, au lendemain des attentats de 2015, de prendre contact avec l'ensemble des sites Internet, enfin des grandes sociétés Internet, pour faire en sorte que les messages qui appellent et provoquent au terrorisme soient systématiquement retirés, que les messages de haine antisémite non seulement soient retirés et signalés, et que nous avons signé en avril 2015 à Beauvau un accord avec l'ensemble de ces sociétés Internet pour que cela soit mis en œuvre. Ça a été mis en œuvre. A déjà été fait. C'est fait, mais ça doit être poursuivi, ça doit être intensifié. Il faut être beaucoup plus intransigeant qu'on ne l'est encore sur les manquements à la laïcité à l'école. Et de ce point de vue-là, je soutiens totalement ce qu'a fait le ministre de l'Éducation nationale en prenant la position ferme qu'il a prise. Notamment l'interdiction de la baya. Sur la baya. Et il faut que l'ensemble des actes antisémites, des propos antisémites qui sont tenus sur les réseaux sociaux fassent l'objet, et d'ailleurs le ministère de l'Intérieur est équipé pour cela à travers la plateforme Pharos, d'un signalement, de poursuite et d'une pénalisation de ces comportements. La plus grande fermeté doit s'imposer en la matière. Et puis, il faut, et c'est le sens de la manifestation d'hier, qu'il y ait un sursaut républicain, que la nation dans son ensemble affirme son unité, son indivisibilité, par-delà, encore une fois, les sensibilités politiques qui peuvent la traverser. Et c'était le sens de l'appel que nous avons lancé en commun avec Édouard Philippe, lorsque l'essentiel est en jeu, et par-delà les différences qui peuvent exister, qui justifient de la confrontation dans l'espace démocratique, nous puissions ensemble défendre ce qu'est le patrimoine républicain, ce qu'est le creuset de valeurs que nous avons en partage. Est-ce que vous êtes préoccupé de ce que vous venez de dire représente pour les plus jeunes générations? Certains observateurs hier s'émouvaient du fait que la moyenne d'âge de la manifestation ne reflétait pas la moyenne d'âge de notre société, qu'en particulier les étudiants, lycéens, prompts à se manifester en d'autres occasions, étaient peu représentés hier. D'autres s'inquiètent de ce qui se passe aux États-Unis, de voir que dans les facs américaines, par exemple, le conflit israélo-palestinien s'importe, que des actes antisémites ont été enregistrés au nom, parfois, du soutien à la cause palestinienne. Est-ce que ça nous dit quelque chose de ce qui nous guette demain? Ça dit quelque chose de ce qui existe déjà. Parce qu'il y a des forces politiques qui cherchent à importer ce conflit en France. Il y a des organisations politiques, et je pense notamment à la France Insoumise, mais pas seulement, qui considèrent que la condamnation du gouvernement israélien, que je partage puisque je ne suis pas en faveur de sa politique, ne suffit pas. Et qu'il faut, à l'égard des organisations palestiniennes, témoigner d'une mansuétude qui les conduit à ne pas reconnaître comme terroristes ces organisations, au motif que ces organisations agiraient comme elles agiraient en raison de ce qu'est la politique d'Israël. Non, ces organisations agissent comme elles agissent parce qu'elles sont par essence fondamentalement terroristes, et on doit condamner la politique d'Israël en raison de ce qu'elle est, mais cette politique n'excuse pas la nature terroriste de ces organisations. Et il y a toute une série de partis politiques, de forces qui essaient à travers le monde d'importer ce conflit dans les démocraties et d'en faire un ferment de division des démocraties. C'est extraordinairement préoccupant. Quel que soit le niveau de responsabilité, y compris quand on est chef de l'État, trouver les mots justes pour parler de ce conflit entre Israël et le Hamas n'est pas toujours chose aisée. On l'a vu encore avec les propos d'Emmanuel Macron à la BBC vendredi. Je les rappelle, il disait de facto aujourd'hui les civils sont bombardés. Il n'y a aucune raison ni aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter. La présidence israélienne, notamment le président israélien hier soir invité de Darius Rejbin sur LCI, a précisé qu'à leurs yeux, finalement, après un échange entre les deux dirigeants, Emmanuel Macron n'accusait pas Israël de porter atteinte intentionnellement aux civils.
Soutenez-vous, vous, la ligne du président de la République? Soutenez-vous les propos que je viens de citer tenus à la BBC? Bon, d'abord, le président de la République a eu plusieurs expressions sur ce sujet. Il y a quelques semaines, il préconisait que la coalition, dont les membres n'en avaient pas été informés, puisse intervenir à Gaza. La coalition contre Daesh qui aurait pu servir contre le Hamas. Et hier, il prenait, à travers cette interview à la BBC, une autre position. Essayons de faire en sorte que, sur ce sujet-là, la clarté prévale. Quel est le contexte? Le contexte, c'est que le Hamas, organisation terroriste, a commis des massacres d'une absolue monstruosité le 7 octobre. Ce sont ces massacres qui ont conduit l'État d'Israël à réagir. Et est-ce que nous devons, dans ce contexte, encourager une intervention qui conduit à des victimes civiles en nombre? Tout ce qui peut être fait doit être fait pour que la trêve humanitaire s'instaure, qu'elle soit la plus longue possible, de manière à épargner les populations civiles, doit être fait. Et ce qui doit être dit par ailleurs concernant la politique d'Israël au cours des 15 dernières années, et qui a complètement occulté la question palestinienne et qui a cherché à créer les conditions d'une confrontation avec des interlocuteurs palestiniens radicalisés pour les discréditer, était une politique dont on a vu les effets funestes. Par ailleurs, les accords d'Abraham qui ont conduit Israël à passer des accords avec certains pays arabes sans que la question palestinienne ne soit traitée, donnant le sentiment que pendant 15 ans on avait finalement réussi à régler cette question palestinienne en n'en parlant plus, a abouti au résultat que l'on voit. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est effectivement créer les conditions pour que les populations civiles soient le plus possible épargnées, et pour cela, il faut créer les conditions d'une trêve humanitaire. Mais vous dites trêve humanitaire, pas cessez-le-feu, vous ne croyez pas au cessez-le-feu? La plus longue, mais pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut que plusieurs conditions soient réunies. La première condition, c'est que les otages soient libérés. La deuxième condition, c'est que les armes soient déposées par le Hamas, parce que si les otages sont libérés, les armes sont déposées, le cessez-le-feu intervient. Si Israël ne se défend pas face à une attaque terroriste, le terrorisme prospère et Israël disparaît. Donc le contexte est une extraordinaire complexité. Mais si nous voulons sortir de cet affrontement qui engendre des souffrances considérables parmi les populations civiles, il faut bien tracer une perspective politique. Quelle peut être cette perspective politique? Il faut effectivement créer les conditions d'une trêve humanitaire, et pour que cette trêve humanitaire s'opère dans les meilleures conditions, il faut que sur la question des otages, les choses progressent. Ça veut dire faire confiance à l'Égypte et au Qatar, qui peuvent être des voies de sortie. Mais l'Égypte a un rôle majeur à jouer pour l'acheminement de l'aide humanitaire à partir du terminal de Rafah. Le Qatar et l'Égypte peuvent jouer un rôle d'intermédiaire, et le Qatar le joue notamment sur la question des otages. Mais il faut, par-delà ces négociations en cours, qui sont destinées à gérer des sujets de court terme, que l'on ait des perspectives de plus long terme, de définissant des perspectives de paix pour la région. Alors comment peut-on faire? Est-ce que la situation permet la mise en place de forces d'interposition sous l'égide de l'ONU, dans un contexte où on voit bien le rôle joué par la Russie et la Chine à l'ONU sur ces questions? Avec le veto écrit d'ores et déjà d'avance. Exactement. Bon, l'action diplomatique doit permettre d'examiner si les conditions de cela sont réunies. Est-ce que ce sont les pays arabes qui peuvent, de façon transitoire, à Gaza, jouer un rôle pour essayer de faire en sorte que le contexte s'apaise dès lors que les armes auront cessé? Est-ce que c'est la solution de deux États qui peut de nouveau c'est ce qu'a dit aussi le chef de l'État français en disant ce que je crois hautement souhaitable, mais il faut pour cela qu'il y ait des interlocuteurs politiques qui naissent. Mais dans les situations de crise extrême, on voit toujours les acteurs de la paix à un moment ou à un autre surgir pour apaiser la situation. Je constate d'ailleurs que en Israël, comme aux États-Unis, le camp de la paix est en train de se renforcer. Je constate aussi, ça n'a échappé à aucun observateur, que l'attaque du Hamas est intervenue au moment où le gouvernement israélien était fortement contesté par la société civile, comme si le Hamas ne voulait pas que ce processus de contestation aille jusqu'à un changement de gouvernement qu'aurait rendu son attaque. Chacun peut avoir intérêt à avoir un adversaire le plus radical possible. Encore un mot, parce que vous le rappeliez à l'instant, Bernard Cazeneuve, on est aujourd'hui le 13 novembre. Il y a 8 ans, vous étiez ministre de l'Intérieur lorsque ces attaques sont survenues à Paris et Saint-Denis.
Est-ce qu'il y a encore des leçons à tirer de ce drame qui aujourd'hui est commémoré? Est-ce que la commémoration aujourd'hui suffit? Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, des manques, des oublis encore criants? Non, mais l'action de l'État français, du gouvernement français, quels que soient d'ailleurs ceux qui se trouvent à sa tête, ce fut le cas lorsque nous étions à la tête de ce gouvernement, c'est le cas du gouvernement d'Emmanuel Macron, agissent continuellement contre le terrorisme. D'ailleurs, même si le niveau de menace est encore réel et même s'il y a encore des actes terroristes abjects et qui horrifient toute la communauté nationale, on constate qu'il y a moins d'attentats aujourd'hui qu'il y en avait hier parce que l'action du gouvernement, des gouvernements était constante. La loi sur le renseignement a beaucoup agi pour prévenir les attentats. Donc, le renforcement. Vous soutenez le gouvernement sur ce sujet? Mais il faudrait être irresponsable pour ne pas le faire. Le gouvernement actuel poursuit l'action du gouvernement précédent en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. Et je sais trop la difficulté de ces sujets pour ne pas avoir un propos responsable lorsque le niveau de menace demeure réel, que les Français sont inquiets et que ce qui peut fracturer la société, la haine, le racisme, l'antisémitisme, sont encore présents comme un ferment de division. Merci beaucoup, Bernard Cazeneuve, d'avoir été l'invité de LCI ce matin.